Bonsoir, nouvelle semaine pour le 7-8. Nous sommes en direct si vous nous rejoignez à 18 h en ce 5 novembre et nous allons parler de la présidentielle américaine. J-1 avant le scrutin, comment les ressortissants américains qui vivent dans les Yvelines vivent cette campagne, justement, ce duel entre Barack Obama et Mitt Romney. Nous poserons la question à deux d'entre eux qui sont déjà sur ce plateau. Également sur ce plateau, Thibault Fleury-Graff, spécialiste de la Constitution américaine, maître de conférence à l'université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines. Il nous donnera aussi son éclairage. Et puis nous tenterons de répondre à cette question. Pourquoi cette élection passionne tant les Français? Nous sommes lundi et comme chaque lundi, le point sur le sport, c'est avec Anthony Reich. Bonsoir Anthony. Salut Wilfried. Au programme ce soir? Au programme, tout d'abord, le début de la chronique avec la réaction exclusive du tout nouveau champion d'Europe d'apnée, Xavier Delpy, que j'avais eu la chance de suivre pendant sa préparation. Il a été sacré dans la catégorie Jump Blue et il a obtenu le nouveau record du monde de cette épreuve. Et puis nous resterons dans l'eau avec le tir subaquatique. Le club de plongée La Palme Plaisiroise, le club de plaisir, organise son traditionnel trophée, le trophée Saint-Saëns ce week-end. L'occasion de découvrir cette discipline. Et puis comme d'habitude, en fin de chronique, les résultats tout en images. Tous les résultats sport, la chronique sport donc à suivre. Pour débuter cette édition du 5 novembre, nous allons d'abord faire le point sur le logement, l'hébergement d'urgence, le logement d'accueil d'urgence. Sans attendre la baisse des températures, le préfet des Yvelines a décidé d'ouvrir 296 places d'hébergement supplémentaires dans le département. C'est 40% de plus que l'an passé. Reportage. Reportage à suivre. Avant de parler sur ce plateau, dans un instant, toujours en direct, si vous nous suivez à 18 h, de ces élections américaines vues depuis le département des Yvelines. Est-ce que le sujet est prêt ? Alors on regarde ce reçu. Les grands froids ne sont pas encore installés, mais le Premier ministre Jean-Marc Ayrault, le 1er novembre, au lendemain de la trêve hivernale, s'est voulu clair. La politique ne se base pas sur les thermomètres. En conséquence, il faut des centres d'accueil ouverts toute l'année, plus de places d'hébergement et pas seulement quand les températures sont négatives. Du coup, la préfecture des Yvelines a activé dès ce week-end le dispositif hivernal d'urgence. 296 places supplémentaires ouvertes, soit une augmentation de 39% par rapport à la dernière campagne d'urgence. Une mobilisation hivernale qui vient compléter le dispositif permanent d'accueil et d'hébergement qui compte plus de 1118 places pérennes, ouvertes donc toute l'année. Outre ce dispositif, le 115, le numéro d'urgence, se voit doté de 4 personnes en plus. Le SAMU va augmenter ses maraudes et des travailleurs sociaux supplémentaires seront recrutés, car la problématique est globale et implacable. Pas d'emploi, pas de logement. Élection américaine, J-1, le républicain Mitt Romney qui défie donc le démocrate Barack Obama. Plus de 200 millions d'électeurs qui vont devoir les départager. Ce scrutin s'annonce plutôt serré. Sur ce plateau, Thibault Fleury-Graff, donc bonsoir à vous. Bonsoir. Spécialiste de la Constitution américaine, maître de conférence en droit public à l'université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines. Et puis également deux ressortissants américains sur ce plateau, installés dans le département des Yvelines, qui vont nous accompagner durant la prochaine demi-heure. Elisabeth Eudebourg, bonsoir à vous. Bonsoir. Et Duncan Williams plutôt. Merci d'avoir répondu tous les deux à notre invitation. On va débuter par un chiffre, c'est le chiffre de cette édition, 48%. 48%, c'est le chiffre que, voilà, c'est le résultat donc, qui pourrait sortir des urnes, le verdict des urnes lors de cette élection. 48% pour les deux candidats à égalité, une égalité presque parfaite. Vous y croyez ? Ça peut toujours arriver, c'est rarement arrivé. Je crois que c'est arrivé une fois dans l'histoire américaine, au début du 19e siècle. Pourquoi pas? Après, le chiffre de 48% est un peu à nuancer, c'est plutôt en termes de grands électeurs qu'il faudrait considérer les choses. Le risque est qu'il y ait une égalité de 269 électeurs. Et de ce point de vue-là, l'égalité, c'est plus certain. On comprend mieux qu'il y ait une possibilité d'égalité, parce que si les grands électeurs sont à égalité, dans ce cas, il y a un vrai risque, effectivement, que les deux candidats soient à égalité. Et dans ces cas-là, c'est à égalité parfaite? Alors dans ces cas-là, évidemment, la Constitution a prévu le cas. C'est la House of Representatives qui va voter pour le président. Et c'est le Sénat
qui va voter pour le vice-président, ce qui pourrait arriver à quelque chose de tout à fait incroyable, une cohabitation à l'américaine, avec Mitt Romney élu parce que la House of Representatives est républicaine, et un vice-président, Joe Biden, démocrate, parce que le Sénat est démocrate. Ce qui n'est jamais arrivé dans l'histoire américaine. Ce qui n'est jamais arrivé. Ah si, il y a une cohabitation. Oui, il y a eu une cohabitation. Alors du côté des ressortissants américains, sur ces derniers sondages, 48% à peu près, même s'il faut le nuancer en termes de grands électeurs, ça vous surprend déjà en tout cas de voir que les deux candidats sont autant à égalité? Pas du tout, effectivement, de pays assez divisés depuis un certain temps. On a déjà vu avec l'élection 2000, encore une fois en 2004, où ça s'est joué sur l'Ohio plutôt qu'en Floride, mais c'était sensiblement similaire. Et donc on voit toujours les fameuses cartes où les deux côtes en bleu, le centre du pays en rouge. Il faut nuancer un peu plus que ça, mais le pays est quand même divisé depuis un certain temps. Vous ressentez cette division également, même si vous vivez aujourd'hui en France, dans le département des Yvelines, mais vous sentez cette division du pays, cette division de la communauté américaine? Oh, absolument. Je pense que c'était surtout joué au niveau des conventions. On a vu en septembre la convention pour les démocrates était très bien suivie aux États-Unis, ainsi que les Republicans. Et il y avait une division très forte sentie au niveau des citoyens. Et c'est presque dommage, je dirais, de voir cette division tellement forte aux États-Unis. Pourquoi dommage? Parce que je pense que depuis 20 ans, le pays s'est divisé davantage. Et ça, c'est pas positif pour gérer le pays. Il faut une collaboration, même si on a un républicain dans la Maison-Blanche et des démocrates dans le Congrès, il faut qu'ils travaillent ensemble pour avancer les idées. Donc, si on est tellement divisé, on passe le temps de se débattre et pas avancer le pays. On va peut-être prendre le temps tout de même d'expliquer ce système électoral américain. 213 millions d'électeurs qui doivent se prononcer, en fait, pour des grands électeurs. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, mais c'est comme ça que le système marche. C'est très différent du système français. Totalement. C'est pas du tout une élection au suffrage universel direct, comme on en a l'habitude en France. Les citoyens américains ne votent pas pour Barack Obama ou pour Mitt Romney. Ils votent pour des grands électeurs. Alors, en pratique, ils savent évidemment pour qui le grand électeur qu'ils élisent va voter, mais il n'empêche que ça permet une représentation au niveau des États. Donc, c'est au niveau des États que tout se joue pour la présidentielle américaine. C'est un peu comme le système pour les sénatoriales en France, s'il fallait le comparer à quelque chose que les Français peuvent déjà connaître. Oui, c'est un peu comme les sénatoriales. Peut-être que l'exemple qui viendrait le mieux en tête, ce serait d'imaginer que la même chose se passerait au niveau de l'Europe. Et alors peut-être qu'on comprendrait les choses comme si les Français votaient pour des grands électeurs français, les Allemands pour des grands électeurs allemands, et qu'ensuite ces grands électeurs allaient voter pour un président de l'Union européenne. Là, on a une image qui serait peut-être parlante. Et ce qu'il faut rajouter pour bien comprendre, c'est que dans un État, 51% du vote populaire passe pour un candidat, et il recrute 100% des grands électeurs. Donc ça fausse complètement on va dire, le calcul, la traduction du vote populaire Et vous le déplorez justement, le fait que ça fausse un petit peu l'expression du suffrage populaire? Oui, c'est un système archaïque. C'est un héritage de l'époque où seuls les propriétés terrains, les Européens pouvaient voter. C'est ça. Les mêmes systèmes existaient en Europe aussi au XIXe siècle. Mais en Europe, on les a effacés. Et nous, on est toujours coincés avec ce système. Est-ce qu'il faudrait les effacer? Est-ce qu'il faudrait changer le système? Est-ce que le système vous satisfait actuellement? Il faut comprendre que ce système qui apparaît effectivement archaïque protège les petits États. Quand ils ont créé la Constitution en 1781, il y avait un grand débat comment les petits États vont vivre à côté des grands. Est-ce que les grands auront trop d'importance? Donc, ils ont pris ce système que les sénateurs, chaque État a le droit de 2 sénateurs. Et ça, même si tu es petit ou grand, ce droit existe. Et les representatives, ça c'est plutôt selon le taille de l'État. Now, le système de grands électeurs, ça suit un peu la même logique. Parce que si on prend l'État de Californie, notre État le plus populeux, eux, ils ont quelque chose comme 55 grands électeurs qui correspond peut-être à un grand électeur par 650 000 personnes. Mais si on prend le plus petit, enfin le moins populeux État, ça c'est le Wyoming,
eux, ils ont 3 grands électorats qui représentent chacun 250 000 voix. Donc, c'est là où ça vient, cette histoire d'inégalité. Néanmoins, ça existe toujours. Est-ce que ça a un besoin d'exister? Parce que peut-être ça protège les petits États. Sinon, tout le monde se concentrera sur Californie, New York, Floride, et le reste, ça va être perdu dans le débat. Concrètement, les bureaux de vote vont ouvrir mardi à 6h heure locale sur la côte Est. Ensuite, c'est la côte Ouest qui commencera à voter 15h sur le temps universel, l'heure universelle. Les électeurs auront jusqu'à 21h pour voter. La grande inconnue aussi, c'est l'abstention. En France, c'est souvent un élément déterminant. On fait très attention à l'abstention. Est-ce qu'aux États-Unis aussi, l'abstention est un facteur important? Est-ce que ça va jouer sur ce scrutin? Ça peut toujours évidemment jouer. On sait que chacun des candidats fait d'énormes démarches pour inciter les gens à s'inscrire sur les listes électorales, notamment Barack Obama auprès des jeunes. Alors ça peut plutôt jouer justement pour le président sortant. C'est lui qui va faire plus attention à l'abstention parce qu'on imagine que du côté de l'outsider, forcément de Mitt Romney, on va plutôt chercher justement à se mobiliser. Donc on craint moins l'abstention. Oui, tout à fait, tout à fait. Ceci étant dit, on a vu des images, je crois que c'était, je sais plus, il y a certains États où les bureaux de vote ont déjà ouvert, où il est déjà possible de voter, qui est un des grands enjeux d'ailleurs aussi de cette présidentielle. Où on a vu des files d'attente immenses. Alors je ne sais pas exactement quelles sont les prévisions pour l'abstention, mais bon, évidemment, l'abstention peut toujours avoir une influence sur une élection. Historiquement, ça tourne entre 50 et 55% de mobilisation. Mais chacun doit mobiliser son noyau dur de soutien, que ce soit à droite ou à gauche. Sinon, l'élection va se jouer sur quelques centaines de milliers de voix, peut-être dans certains États. Vous avez voté déjà? Parce qu'à l'étranger, on vote par correspondance, c'est bien ça? Vous avez voté tous les deux? Oui. Est-ce qu'on peut dire pour qui vous avez voté? Vous préférez pas le dire? Moi, je supportais Obama. D'accord. Et moi aussi. Les Américains, on le porte sur l'extérieur. C'est pas comme en France. Chacun dit pour qui il soutient. Les amis sur Facebook, ils mettent ce qui c'est pas secret. Etc. Oui, exactement. C'est pas un secret. On va juste faire une petite pause et nous sommes allés demander aux Yvelinois s'ils comprenaient ce système électoral américain. On va voir si ensuite les explications que vous avez pu apporter sur ce plateau ont servi à quelque chose. Pas grand-chose, je sais pas. Donc c'est un système à 2 niveaux, pas à suffrage universel. C'est les grands électeurs qui décident en fait. Moi je le suis depuis de nombreuses années, dans les toutes dernières semaines effectivement. Après ça joue, comme la plupart de ce qui se passe en France pour les élections, ça joue beaucoup à l'image. Pas grand-chose. Avec les votes anticipés, les États et tout, pas grand-chose. Ça m'intéresse pas vraiment du coup. C'est un peu plus compliqué c'est peut-être plus simple pour eux, mais pour nous c'est un peu plus compliqué. Pour l'instant on n'a que 2 candidats, donc le choix est plus vite fait quoi. C'est plus simple. Mais disons qu'avant d'arriver à ces deux candidats, on ne sait pas comment ils arrivent là quoi. J'ai même pas suivi, alors je risque pas de comprendre. Et ça se fait effectivement par État. Chaque État effectivement demande un certain nombre d'électeurs. Et les électeurs qui effectivement sont le plus représentatifs au niveau de l'État, c'est un État supplémentaire pour le futur candidat. Voilà. Et après, ça ne se fait pas au nombre de voix, ça se fait par État gagné. Ah bah non, notre question, non. On me gave avec ça depuis 2 mois. Je pense qu'ils ont mieux à faire que ce qu'ils sont en train de faire actuellement. Et le système, j'y comprends rien. Mais tout l'argent qu'ils sont en train de mettre dans leurs élections, ils devraient le mettre, par exemple, pour le cyclone qui s'est passé là dernièrement. Ce serait peut-être plus judicieux. Voilà. 2 candidats. Comment on arrive à 2 candidats? On a entendu tout à l'heure, c'est bien, il n'y a que 2 candidats, c'est plus facile comme ça de se prononcer, mais comment on arrive à 2 candidats? Comment on arrive à 2 candidats? C'est un système qui est bipartisan, qui fonctionne comme ça, avec 2 grandes oppositions, qui vient aussi du fait qu'à l'origine, on avait une opposition entre fédéralistes et antifédéralistes. Donc ça s'est tout de suite structuré autour de 2 groupes comme ça. Et ensuite, c'est chaque parti qui, au sein de ses conventions... Il y a des primaires ensuite. Il y a des primaires, ça dépend encore des États, mais il y a des primaires qui vont choisir leur candidat. C'est quelque chose qui surprend toujours beaucoup en France parce qu'évidemment on est habitué à notre petite dizaine de candidats minimum. Donc le débat est structuré très rapidement autour des 2 grands partis. Autre sujet, comment vous suivez cette campagne depuis la France? Quels sont les médias que vous suivez? Vous suivez les médias américains sur place ou est-ce que vous suivez les médias français? Parce qu'on en parle aussi beaucoup en France de cette élection. Pour moi, c'est un peu les deux. Mais surtout la presse américaine, j'avoue.
aussi cet été, j'avais la chance d'être aux États-Unis pendant la Republican Convention. Et c'est vrai de voir tout ça en direct, ça, c'est impressionnant. L'Internet a beaucoup facilité la chose, il faut dire. Mais c'est vrai que j'aime bien le regard de la presse française, bien qu'on voit qu'elle copie un peu les articles du New York Times ou autres, ça arrive. Mais c'est bien de voir ce point de vue objectif. Ou par exemple Courrier International, où on voit comment le monde voit notre pays. C'est vraiment une expérience formidable de voir comment on est perçu dans le monde. Et puis comparer justement la presse dans les deux pays, est-ce que du côté français, on est plus partisan aussi peut-être? Est-ce qu'il y a l'effet Obama se voit dans la presse aussi, par exemple? Oh, la presse est partisan partout. C'est peut-être mieux caché, mieux caché aux États-Unis, mais c'est vrai que la presse française est assez partisan, c'est vrai, mais ils ont peut-être raison d'ailleurs. Et ça vous arrange puisque voilà, vous soutenez, forcément pas. Barack Obama, on le disait tout à l'heure. Puisqu'on parle des médias, nous sommes allés voir l'un de vos collègues de l'université de Versailles-Saint-Quentin, Thibaut Fleury-Graff. C'est Christian Delporte, spécialiste de l'histoire contemporaine, spécialiste des médias, des questions de communication. Voici déjà son point de vue sur l'importance de la télévision aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est en grande partie les médias qui font l'élection, et notamment la télévision. Je pense que plus que pour beaucoup d'autres scrutins de ce type, les débats ont joué un rôle important. Et notamment le premier débat qui a recrédibilisé Romney et du coup donne à quelques jours du scrutin un rapport extrêmement étroit sur le plan des sondages. Aux États-Unis, ce sont les médias qui font l'élection. C'est vrai? D'un certain point de vue. C'est vrai que c'est très très présent aux États-Unis dans les maisons type. Il y a plusieurs télévisions qui sont en tout le temps. Et il y a sans cesse les médias qui reviennent. Donc c'est beaucoup plus qu'en France où le temps est vraiment mesuré. La campagne est très longue aux États-Unis. Et c'est très long. Il ne faut pas oublier que ça dure depuis plus de 2 ans. Et donc, les Américains, à un moment donné, ils se lassent. Pratiquement la moitié d'un mandat pour un président en exercice, passer à faire campagne, en fait. Oui. C'est très, très long. Et les médias jouent beaucoup. Et ce qui est arrivé, ce qui a changé depuis que... Moi, j'habite en France depuis 8 ans maintenant. Et maintenant qu'il n'y a plus de restrictions sur les publicités, que les sociétés peuvent mettre autant d'argent qu'ils veulent, en fait, dans les États qui sont en jeu, ils sont bombardés par publicité en permanence, et ce depuis presque 2 ans. On vend le candidat comme si on vendait de la lessive un petit peu aujourd'hui. C'est un petit peu ça, le candidat qui va vous permettre de sauver le pays. C'est comme ça que c'est vendu, parce que même dans la Constitution, rien ne prévoit une égalité de traitement entre les candidats. Non, de ce point de vue-là, il n'y a Chaque pas candidat du tout, achète, pour être très clair, en fonction de ses revenus. Plus il a de soutien, plus il a d'argent, plus il peut acheter de publicité. Il y a quelque chose de rassurant qui était souligné à l'instant dans le petit reportage, c'est que finalement le débat a fait remonter Romney dans les sondages. Ce qui finalement montre qu'on peut dépenser des millions de dollars en publicité. Un bon vrai débat avec 2 candidats qui discutent de leurs idées, au moins de certaines d'entre elles, peut encore changer la donne. Malgré ça, derrière, il n'y a pas de financement de l'État pour les partis politiques. Ça ne fonctionne pas comme ça aux États-Unis. Non. C'est très différent, effectivement, c'est en fonction des soutiens et on comprend pourquoi chaque candidat cherche des soutiens de personnalités qui se multiplient ces derniers jours d'ailleurs, puisque l'élection, ce sera dans la nuit de mardi à mercredi en France. On va continuer à parler de ces élections, on va s'intéresser aux médias aussi du côté de la France, voir comment les Français suivent cette campagne. On a demandé aux Yvelinois leur regard sur ce scrutin. Un regard relativement intéressé, oui. Surtout, ça va se jouer à très peu de voix, très peu de voix. Je pense que Obama va passer. Je souhaite que le président Obama passe. C'est toujours intéressant de savoir ce qui se passe autour de soi. Il n'y a pas de... on ne vit pas que, surtout maintenant avec l'Europe, avec les frontières ouvertes et tout, c'est quand même intéressant de savoir ce qui se passe aussi en Amérique. C'est vrai que l'Amérique est quand même un grand pays, quoi. Et les élections américaines, ils ont tous les deux des tas de choses formidables, mais moi je suis plus pour Obama parce que j'aime pas l'autre. C'est un homme qui est pas sérieux et qui est un petit peu malhonnête. Obama souhaite une Europe en bonne santé pour conduire lui-même
une économie prospère sur le plan international. J'en ai aucun et franchement c'est très loin. Comme les Américains ont la même sensation vis-à-vis de nous. Moi je suis très attentive parce que Mitt Romney me fait peur. Et donc j'aimerais mieux, je préférerais Obama, il est plus... Au niveau diplomatique, je préfère. Il est moins guerrier. Le regard d'une Européenne qui espère que ce soit Obama qui passe. C'est-à-dire, je pense qu'au niveau de l'Europe, ce serait mieux que ce soit Obama. Les Yvelinois, les Français, enfin en tout cas les Saint-Quentinois, les Yvelinois qu'on a rencontrés dans les rues aujourd'hui, soutiennent Obama. C'est surprenant de voir qu'en tout cas ils ont un regard, un point de vue sur cette élection américaine. Est-ce qu'aux États-Unis on a le même regard sur ce qui se passe en France pendant le scrutin des présidentielles en France? Pas tout à fait. Malheureusement, non. Ça, c'est quelque chose que je constate depuis les 20 ans que je suis en France. Les Français sont très curieux de ce qui se passe au-delà de leurs frontières. Et ça, je salue à tout moment. Les Américains sont très nombrilistes. Ça, c'est une caricature, mais c'est vrai. Le pays est très grand. On sait qu'on est important dans la vie du monde. Et malheureusement, au niveau de langue étrangère, au niveau de curiosité, les Américains ne cherchent pas ce qui se passe au-delà de leurs frontières. Et pour vous, pourquoi le scrutin passionne autant les Français? Il faut dire que les États-Unis, c'est un peu le leader du monde en ce moment. On ne sait pas combien de temps ça va durer, mais depuis la chute de l'Union soviétique, ça reste quand même le pays, on va dire, le plus important au monde. Et donc économiquement, militairement, etc. Et comme on a vu en 2000, personne ne pensait que ça comptait. On disait Bush-Gore, c'est le même personnage, mais on voit la différence que ça fait avec la guerre en Irak. Les démocrates n'auraient jamais fait ça, je pense. Donc on voit que ça peut influer la vie des populations partout dans le monde. C'est ça, c'est l'impact que ça peut avoir au-delà des frontières américaines. C'est ce qui explique cet engouement, selon vous? Je suis d'accord. J'ajouterais aussi que les États-Unis restent un modèle de la démocratie, que tous les pays démocratiques dans le monde regardent avec curiosité pour voir comment les Américains traitent des sujets tellement importants comme les élections. Donc je pense que ce n'est pas juste cette élection, mais de toute manière, c'est une fascination vers les États-Unis, surtout pour les pays même émergents qui sont les tout nouveaux démocraties, comme on a vu dans l'Arab Spring, par exemple. Et notre démocratie est plus ouverte peut-être par rapport à d'autres pays, qu'un homme issu de l'immigration africaine peut devenir président de notre pays. Vous partagez cet avis en tant que spécialiste de cette constitution américaine et de ces droits, ce système de vote américain qui séduit au-delà des frontières des États-Unis. Il y a la fascination pour la démocratie, comme vous le soulignez. Après, est-ce qu'elle est vraiment prégnante dans l'intérêt, peut-être dans l'intérêt des grands médias français? Oui. Après, pour le peuple français en général, je ne sais pas, mais du coup, je vais plutôt de votre côté, c'est-à-dire Obama, le charismatique Obama. Enfin, on est impressionné par Obama. Comment pas être impressionné par quelqu'un comme ça, qui a l'air tout le temps si à l'aise, qu'il faut le voir. Mitt Romney correspond beaucoup plus à l'homme politique dont on a l'habitude. Il paraît beaucoup plus formel, il a sa cravate, etc. Obama, il est président de la première puissance du monde et on le voit, manches retroussées. Même s'il met aussi des cravates. Là, on le voit avec une cravate. Il met aussi des cravates, voilà. Ça arrive qu'il y a les manches retroussées, mais il met des cravates. C'est pas un fils d'un gouverneur qui lui-même s'est présenté pour les présidentielles dans les années 60. Enfin, c'est un homme qui s'est fait lui-même, le rêve américain quelque part. Avant de conclure ce plateau consacré aux élections américaines, vues depuis le département des Yvelines, nous allons donner la parole une dernière fois à Christian Delporte, ce spécialiste des médias de l'Université de Versailles-Saint-Quentin. Lui aussi pense que l'Obamania y est pour beaucoup dans cet intérêt des Français dans ce scrutin. Il y a un phénomène très particulier en France, c'est l'Obamania qui continue. La BBC a fait un sondage montrant que la France était le pays le plus obamaniaque de la Terre, pratiquement. En tout cas, ça a été fait auprès de 21 pays. Le moins favorable à Obama, c'est le Pakistan. Mais la France, de manière assez incroyable, continue à croire à Obama jusqu'au dernier moment. Et ça transgresse d'ailleurs les clivages habituels entre la droite et la gauche, puisque 75% des gens de gauche choisissent Obama plutôt que Romney, et 65% des gens de droite choisissent également Obama. Alors l'intérêt pour cette élection
poursuit finalement ce que l'on a vu déjà en 2008 avec cette particularité, c'est qu'en 2008 on se disait est-ce qu'on va pouvoir élire aux États-Unis un président noir. Aujourd'hui, les résultats des sondages sont extrêmement serrés et donc ça donne effectivement un regain d'intérêt à cette élection. Quand on regarde ce qui se passe dans les journaux, mais quand on regarde également ce qui se passe sur Internet, sur les réseaux sociaux, on s'aperçoit d'un véritable intérêt pour cette élection et on s'aperçoit d'ailleurs que l'on s'échange les derniers résultats des sondages, à la fois au niveau national, ce qui a relativement peu de signification aux États-Unis, mais également au niveau des États, qui a là une importance beaucoup plus considérable. Et puisque ce professeur de l'université évoquait la question de ce soutien à Obama qui dépasse les partis politiques droite-gauche, on peut aussi rappeler qu'Henri Guénaud, qui est l'ancienne plume de Nicolas Sarkozy, député UMP des Yvelines, a dit qu'il voterait Obama sans conviction, mais qu'il voterait plutôt Obama que Mitt Romney. Ouais, donc ça dépasse effectivement ce clivage gauche-droite en France. Une toute dernière question, il y aura le scrutin donc le 6 novembre, et ensuite puisqu'on va voter, ils vont voter ces Américains pour des grands électeurs, et ensuite ensuite, les grands électeurs vont se réunir, je crois que c'est début décembre, et ensuite le président sera officiellement élu et entrera en fonction courant janvier. Pour être précis, c'est 17 décembre, voilà. J'ai retrouvé la date, et ce sera le 20 janvier. Vous serez où dans la nuit de mardi à mercredi ? Pendant les élections, vous allez suivre les médias américains, français ? Je songe de faire la nuit blanche. Et en ce qui vous concerne ? J'ai arrêté en 2004, j'ai fait la nuit blanche et on n'a même pas su avant 8h du matin, donc je vais me coucher tranquillement. Et vous serez debout de bonne heure pour suivre ça ? Oui, je vais faire l'effort, mais je pense qu'on sera vers midi en France. Enfin, Merci à tous les deux d'être venus donc sur ce plateau partager vos impressions, vous qui suivez cette campagne en tant qu'Américain depuis le département des Yvelines. Et puis merci aussi à Thibaut Fleury-Grave donc, de l'Université de Versailles-Saint-Quentin d'être venu nous apporter votre éclairage sur cette constitution américaine bien différente dans le mode de fonctionnement de ce qui se passe en France. Merci donc à tous les trois. La suite du 7-8 de ce 5 novembre, toujours réalisé en direct entre 18 et 19h, c'est avec la page sport d'Anthony Reich. Mais avant le sport, le point sur ce week-end prolongé sans catastrophe sur les routes des Yvelines. Les contrôles se sont multipliés. Vous avez sans doute aperçu les gendarmes sur les bords des routes. Catherine Zulato fait le point. Un vrai temps de Toussaint, de la pluie, du vent et un risque accru d'accident. Pour ce week-end prolongé, les forces de l'ordre se sont montrées dans le département, dans les airs avec la présence visible de l'hélicoptère de la gendarmerie ou sur les routes avec les voitures de patrouille, comme ici aux abords du péage de Saint-Arnaud. Le week-end de la Toussaint est un week-end traditionnellement fortement accidentogène. Pourquoi ? Parce que c'est un long week-end, donc il y a déjà beaucoup de flux, beaucoup de chassés-croisés sur les routes. D'autre part, et je crois qu'aujourd'hui ça le montre bien, la météo n'est pas clémente. Donc il y a beaucoup plus de risques, et les risques sont là. Donc il nous faut être beaucoup plus présents et vigilants. Les forces de l'ordre sont là, évidemment, je le rappelle, pour sanctionner quand il le faut les conducteurs qui ont une conduite dangereuse ou non conforme au code de la route, mais ils sont là aussi pour se montrer et puis pour faire de la prévention. Ce week-end, les forces de l'ordre ont sanctionné les excès de vitesse, mais également les comportements dangereux comme les dépassements par la droite et les distances de sécurité non respectées. Une voiture banalisée circulait parmi le flot de véhicules. Depuis le début de l'année, 38 morts ont été enregistrés sur les routes des Yvelines. Avec un lourd tribut à la fois essentiellement d'ailleurs des deux roues, puisque 40% des accidents sont avec des deux roues qui sont en cause ou victimes. Pour cette opération qui a duré 3 heures, 23 infractions ont été relevées, dont 13 concernaient des dépassements de vitesse. Et pour les gendarmes, le week-end a été positif. Dans leur zone d'intervention, aucun accident enregistré pendant ce pont de la Toussaint.